web séminaire. Je vous propose de commencer tout de suite donc ce web séminaire qui a comme thématique comment optimiser la gestion de vos interactions pour une expérience client personnalisée. Alors pour ce faire, nous sommes deux aujourd'hui à intervenir. Donc je laisse Marvin se présenter. Oui, bonjour à tous. Donc Marvin Wibo, donc je suis responsable de l'offre Service Desk pour GFI Informatique. Donc ça veut dire que j'interviens dans le cadre de conception, de centres d'appel, de solutions Service Desk, solutions centre de support dans sa globalité. Donc de l'avant-vente à la mise en place, au pilotage technique, des pratiques et de la mise en place. Merci. Donc moi je suis Frédéric Canavette et je suis responsable d'offres chez Eloquent. Alors, avant de commencer, un petit sommaire. Qu'est-ce qu'on va voir dans ces 45 minutes? Tout simplement, on va voir l'importance d'utiliser une solution de centre de contact et comment ça permet de personnaliser la relation. Et puis, on a préparé quelques exemples concrets avec Marvin. Ensuite, comment on va pouvoir développer l'agilité des équipes support, en particulier avec le pilotage visuel. Et c'est vrai que ce GFI, c'est vraiment une volonté importante d'avoir cette qualité de service, ce pilotage, cette diffusion de la culture client, et nous montrons quelques exemples. Et enfin, comment on va utiliser la voix du client comme moteur d'amélioration continue. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement par le chat et on essaiera de prendre une ou deux questions en cours de web séminaire. Autrement, tout simplement, on les prendra à la fin du web séminaire. Alors, tout d'abord, Marvin, peut-être quelques mots sur GFI Informatique, l'équipe et l'organisation. Oui, très rapidement. Donc on est aujourd'hui plus de 20 000 collaborateurs. On a un chiffre d'affaires qui aujourd'hui est plutôt aux alentours de 1 milliard 500 millions en 2019. On est organisé en plusieurs centres de services. En fait, on était un acteur majeur français et on est en train vraiment de s'ouvrir à l'international et donc on commence à devenir un acteur très important aussi au niveau européen et mondial. Donc nos différents services d'activité sont rappelés ici, mais on fait du conseil, on fait de l'intégration système, progiciel. On fait évidemment de l'infogérance de systèmes d'information dans sa globalité, qui est d'ailleurs mon cœur de métier, puisque moi du coup je travaille sur la partie service desk. Et puis les secteurs d'activité de nos différents clients ou partenaires et les solutions métiers que l'on traverse sont rappelés ici. On a plus de 130 agents, donc ça c'est pour la partie service desk. On a plus de 130 agents dans nos centres de support qui font de la prise d'appel. Donc voilà, c'était pour donner un petit élément par rapport à notre métier de centre d'appel. Et donc, vous avez plusieurs localisations et vous, par exemple, vous êtes à Nantes actuellement. Exactement, autour de Nantes, tout à fait. Alors je suis amené à aller aussi à Lille de temps en temps, à Casablanca, parce que j'ai également un centre de service là-bas. Voilà, donc il y a plusieurs localisations, mais moi je suis donc basé à La Chapelle-sur-Ardres plus exactement. Donc, si vous avez des questions aussi sur ce sujet-là, comment gérer différents centres de contact, n'hésitez pas, Marvin, commence à avoir comme une superbe expérience là-dessus. Ça fait combien de temps que vous êtes dans le centre de contact? Depuis 2011. Donc, Voilà, ça ça fait commence à 19 faire ans. un Ouais, voilà. Alors, quelques mots sur Eloquent. Eloquent, si vous ne vous connaissez pas encore, donc on est facilitateur du dialogue et de l'écoute des clients. On a grosso modo deux gros métiers. Le premier métier, c'est éditeur de solutions de centre de contact qui sont utilisés justement par GFI, avec le classique solution de centre d'appel, gestion des emails, du chat, chatbot, callbot, SVI, etc. Notre deuxième métier qui est important, c'est tout ce qui est enquête, enquête de satisfaction client, enquête collaborateur et bien sûr, quel que soit le canal plutôt, SMS, email, web et vocal. Et pour donner un peu plus d'intelligence à ces données-là, on a des outils d'analyse sémantique automatisés qui permettent par exemple d'aller identifier les avis clients sur le web et faire une analyse comme on a fait dans le secteur bancaire, assurance il y a quelques temps. Et également, notre outil d'analyse sémantique est intégré dans la solution de centre de contact pour, par exemple, analyser les écrits et savoir quelle est la teneur et l'émotion en fait, dans un email qui est envoyé. Et le dernier point, c'est bien sûr pour analyser les conversations des agents au téléphone. Ça, c'est une innovation qu'on a sortie qui permet de détecter l'émotion et savoir en fait ce que pense un client sans lui demander, tout simplement en écoutant les émotions dans sa voix, la tonalité, etc. Alors,
Quelques-uns de nos clients, donc bien sûr GFI qu'on a déjà cité précédemment, mais également des clients dans de nombreux secteurs comme Enedis, la Maïf, Primagaz, Total Berner, bref, grosso modo un tiers du CAC 40 est client d'Eloquent. Alors, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet après cette petite introduction. C'était un sujet qu'on avait discuté ensemble lorsqu'on a voulu préparer ce web séminaire. C'était quel est l'intérêt d'une solution de téléphonie de type centre de contact par rapport à une téléphonie classique fixe PABX, hein, et qu'est-ce que ça apporte en fait au niveau de la personnalisation. Ça, c'était vraiment le premier point. Et c'est vrai qu'on a listé un petit peu ensemble les limites de la téléphonie classique et après en fait comment on pouvait en fait grâce à ça améliorer la fiabilité des réponses et la constance et tout ça. Donc Marvin, quelques petits sentiments sur un passage téléphonie classique vers la téléphonie donc centre de contact. Voilà, donc ça va déjà beaucoup dépendre des contextes. Nous, par exemple, dans le métier voilà, de l'infogérance, on est amené à travailler donc pour de multiples clients. Et souvent, dans la mise en place de leur centre de support, il y a la première question qui se pose, c'est finalement comment mettre en place une solution téléphonique, parce que la plupart du temps, les clients ne souhaitent pas l'héberger eux-mêmes, ne souhaitent pas la fournir et souhaitent que l'on vienne avec une proposition d'équipe, d'organisation, mais également d'implémentation technique d'une solution. Donc aujourd'hui, nous, toute notre activité service desk pour le centre de service est basée sur la proposition d'Eloquent. Donc on est sur une solution qui est complètement web pour nous et qui est en fait hébergée par Eloquent. Finalement, pourquoi on en vient à ça? C'est aussi parce que le PABX aujourd'hui, par exemple, toutes les solutions physiques sont souvent assez coûteuses. Déjà, il faut une connaissance extrêmement poussée de notre besoin. Il faut savoir, combien de postes téléphoniques on veut finalement, quelle est un peu la volumétrie d'appels entrants, sortants. Il y a plein d'éléments qui doivent être pris en compte pour déployer cette solution. Et finalement, ces choses-là, on a souvent besoin d'être accompagné, on va avoir besoin d'un expert dans l'implémentation de la solution qui va être sélectionnée, mais on va également avoir besoin d'acheter le PABX, de souscrire une maintenance constructeur, potentiellement des licences. Et finalement, tout cet agrégat de frais finit par amener un certain coût à cette solution, PABX ou physique. Et même si aujourd'hui, on peut étendre une solution PABX avec des cartes VoIP, etc., on est quand même sur du matériel spécifique, constructeur, qui est souvent plus onéreux qu'une solution auto-hébergée. On parlait tout à l'heure aussi d'un centre de service à Casablanca. Il faut savoir qu'en général, sur les solutions type VoIP ou type IP, on est aussi sur des coûts à l'international qui sont moins élevés. Donc c'est quand même assez intéressant. Ensuite, pour en revenir au slide, on est vraiment, on a aujourd'hui une expertise plus simple sur une solution type Eloquent parce qu'on est sur du full web, on est sur quelque chose qui est quasi codeless. Et donc finalement, que ce soit dans la traçabilité, dans le pilotage, on sait rapidement savoir, ok, quel agent a décroché tel appel, quel agent a un tel temps de réponse. On sait vraiment accompagner nos collaborateurs, leur mettre en avant leur performance, comme parfois leur contre-performance, et mettre en place des voies d'amélioration, que ce soit pour le client comme pour nos collaborateurs. On a une mutualisation des ressources sur différents centres de contact qui sont facilités parce que, à nouveau, par exemple, nous, le centre d'appel à Casablanca utilise la même technologie Eloquent que la France. Donc finalement, c'est complètement transparent pour eux comme pour nous. On met en place la solution Eloquent et ils ont juste à se connecter sur la page web. On n'a pas besoin de faire potentiellement déployer un VPN parce qu'un PABX, c'est aussi souvent des moyens d'hébergement, des moyens réseau à mettre en œuvre. Là, à partir du moment où ils ont accès à la page web Eloquent, ils ont juste à avoir leur compte agent, se connecter, ils peuvent travailler sur les mêmes centres d'appel que nous, il n'y a pas de souci. On a aussi des capacités, il faut savoir, assez souvent, moi dans les métiers, j'ai beaucoup travaillé sur les technologies PABX auparavant, on est vraiment dans cet écosystème fourni par le constructeur et par exemple pour tous les besoins de reporting, pour tous les besoins de suivi,
Et même, voilà, moi j'ai eu des souvenirs d'avoir des besoins d'installer des bandeaux un petit peu en temps réel avec les temps de décrocher, etc. Tout ça sont des éléments à nouveau coûteux, longs à mettre en place, avec des systèmes de commande, etc., qui sont aujourd'hui finalement faisables et voire même disponibles nativement dans la plateforme d'administration Eloquent qu'on peut mettre à dispo via un compte superviseur, etc. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est vraiment sur une solution qui est plus simple à mettre en œuvre. Et du coup, quand on a des nouvelles avant-ventes, des choses comme ça, on se projette beaucoup plus facilement, on maîtrise exactement ce qu'on a besoin à partir du moment où on sait combien d'agents on doit déployer et combien d'appels on va prendre. On a déjà une idée du coût, on a déjà une idée de comment on va le mettre en place et on n'a pas besoin de venir d'avoir un avis extrêmement détaillé, de venir faire des extensions de réseau, etc. Donc sur ça, on gagne quand même un temps de mise en place et une estimation des coûts qui est souvent déterminant en avant-vente parce que nous, évidemment, quand on doit répondre, on attend les clients, etc., attendent un maximum d'informations dans des temps très courts sur lesquels tout se joue dans votre relation finale avec votre client. Donc c'est aussi quelque chose qui nous a apporté beaucoup de facilité. Alors le dernier point avant qu'on rentre sur la partie personnalisation, c'est la gestion également des compétences. C'est quelque chose qui comptait pour vous aussi, c'est dire voilà, je vais avoir une personnalisation rien que déjà à ce niveau-là, sans créer de numéro, etc. On gère des compétences métiers dans la solution et tac, on route vers les bonnes personnes. Ah exactement. Alors je sais qu'on en parle aussi un petit peu dans les slides suivants et je crois de manière un peu Alors, plus poussée, mais on va pas défricher le sujet. Alors, mais on va plutôt parler en cas du télétravail. C'était un petit focus qu'on a rajouté aujourd'hui parce qu'on avait préparé ça il y a déjà une dizaine de jours. Et c'est vrai que l'autre avantage d'avoir une solution de centre de contact, c'est certes la personnalisation sur laquelle on va revenir juste après, mais c'est également le télétravail qui est simplifié le paramétrage, quoi. Ah oui, complètement. Alors en fait, c'est vraiment quelque chose qui est assez anecdotique. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure et c'est en plein dans le contexte d'aujourd'hui. C'est que on a des centres d'appel qui aujourd'hui ont leur volume d'activité qui ont drastiquement baissé parce que on peut avoir des boutiques fermées, des choses comme ça. Mais en fait, nous, notre usage d'Eloquent a drastiquement augmenté. Pourquoi? Parce que du coup, tous nos solutions finalement qui passaient localement sur les sites, donc qui étaient souvent par le PABX, parce qu'on a aussi une solution PABX finalement qu'on utilisait Eloquent vraiment sur notre périmètre service desk. Et finalement, de plus en plus, par rapport à la flexibilité, par rapport à tout ce qu'on sait mettre en œuvre et tout le service que ça offre, on est de plus en plus en train d'utiliser Eloquent dans notre outillage et dans notre usage interne. Et avec le contexte actuel du Covid-19, on a drastiquement utilisé, augmenté l'utilisation d'Eloquent parce qu'on a dématérialisé tous nos systèmes où on avait un service 24/24, 7/7 qui permettait de prendre tout le tout venant en fait de l'activité. Donc un client qui avait une panne la nuit pouvait appeler notre centre de production, qui disait ok oui on voit très bien, on va suivre, on déclenche l'astreinte, tout ça. Tout ça c'était des postes téléphoniques fixes dans un plateau 24/24, 7/7 dédié. Et finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a déporté ce service sur Eloquent. Maintenant, les agents 24/24 7/7 se connectent depuis chez eux parce que le gros avantage qu'on utilise grâce à Eloquent dans notre contexte actuel, c'est qu'on est en capacité, lorsqu'on se connecte à l'application, de choisir le numéro sur lequel on prend nos appels. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un agent qui va se connecter, même s'il travaille dans un service desk, qui travaille pour une astreinte ou n'importe quoi, il se connecte à l'application, il dit voilà, moi je me connecte pour travailler sur telle astreinte ou prendre tel appel. Par contre, voilà, je saisis mon numéro à la connexion, je prends, je vais saisir le numéro de téléphone portable que l'entreprise m'a donné et je vais réceptionner tous les appels de la campagne sur lequel je suis sur ce numéro. Et donc, ça donne une facilité qui est incroyable dans l'usage parce que, au lieu d'avoir des numéros figés et configurés sur un appareil type PABX, là, finalement, on est recentré sur les compétences et sur l'humain. La personne, elle se log, c'est elle qui se connecte et c'est elle qui choisit où est-ce qu'elle prend l'appel. Donc, que ce soit sur un site distant et comme en télétravail aujourd'hui. Et donc, malgré une baisse du nombre d'appels pris, nous, on a un nombre de connexions agents qui a explosé. Et on a été embêté d'ailleurs avec une capacité d'agents, on a atteint notre maximum, donc on a été obligé de l'étendre parce qu'on a fait passer de nombreux services aujourd'hui sur Eloquent suite à notre contexte actuel. Voilà. Donc là, c'était le petit clin d'œil Covid et expliquer donc justement la flexibilité d'une solution. Voilà. Ouais, je vais rebondir Si sur vous avez une des d'autres questions, n'hésitez pas, hein. Alors, si Frédéric, tu peux revenir sur le slide précédent, je vais répondre à une question qui a été posée
par Franck, hein, qui demande si on a une certaine autonomie sur les modifications de paramétrage et de déploiement ou si on fait de temps en temps appel à Eloquent. C'est hyper intéressant comme question. Pourquoi? Parce qu'en fait, rien que là, avec tous nos centres d'appel n'étaient pas sur Eloquent. On avait des centres d'appel qui étaient sur des matériels type PABX et pas pour des raisons de sécurité, etc. Donc on était parti du principe que de toute façon, en cas de télétravail, c'était impossible, on ne pouvait pas maintenir le service. Et en réalité, en une journée et demie, donc on a proposé de faire lever ces verrous, et en une journée et demie, on a été capable de reproduire une solution call center de A à Z suite à un numéro qu'on avait en spare ici, pour recréer complètement une campagne d'appel pour ce client. Et on a mis en place du coup une capacité de télétravail de 100% de l'équipe Service Desk en une journée et demie sans aucune intervention de la part d'Eloquent. Donc on a en fait des administrateurs, on a 2 administrateurs qui maîtrisent la solution et qui sont au sein de la ligne Service Desk. Donc en plus, c'est les gens qui pilotent les équipes aujourd'hui, qui n'ont pas une expertise, qui ne sont pas des architectes, etc. Ce sont des personnes qui sont administrateurs de la solution web. Et bien ils ont, à force d'expérience et avec les formations que donne Eloquent, ils ont mis en place en fait, là en une journée et demie, un nouveau Service Desk en fait, sans aucune intervention. Et vous allez voir, quand on va parler de la personnalisation, il y a pas mal d'usages qu'on a mis en place qui finalement n'étaient pas connus d'Eloquent et finalement que Frédéric et toute l'équipe Eloquent a découvert quand on a fait la préparation, et c'est assez rigolo parce qu'on va partager un peu ces pratiques-là. Mais c'est des petits éléments qui font que comme on a la main, on s'est dit tiens, c'est tout bête, mais cet usage-là, on peut peut-être le détourner et en faire ça. Bah, alors je propose peut-être qu'on justement on aille là-dessus sur les capacités de personnalisation et d'usage de la solution. Donc pourquoi faut avoir un service personnalisé? Ça c'est une bonne question. Alors, pour faire simple, pourquoi il faut un service personnalisé? Déjà, là, on va parler de multi-compétences. Si je dois vous donner un exemple, moi, j'ai des numéros de centre d'appel qui a un numéro unique, mais sur lequel je peux avoir des clients de différentes nationalités. Et donc, qui vont pas parler la même langue. Donc globalement, au lieu, à nouveau, toujours si on fait la comparaison avec le PABX, parce que le PABX peut tout faire, hein, évidemment, mais c'est toujours un peu complexe. Par exemple, on va avoir une équipe située à un endroit, et puis il y a des gens qui vont avoir la compétence de parler en anglais ou de parler en espagnol, et de pouvoir prendre les appels. Et ben globalement, ce qu'on va dire, c'est que les appels qui vont rentrer, s'ils viennent de tel pays ou telle nationalité, ils peuvent être pris par tel poste téléphonique. Voilà, c'est un peu différent sur Eloquent, on se base sur un système de compétences, et en fait on va taguer des gens étant compétents pour prendre les appels en anglais, et donc finalement on recentre la compétence non plus sur dire ok c'est tel numéro qui peut décrocher, puis si la personne elle se déplace on doit router sur un autre. La personne elle se connecte avec sa compétence, donc elle parle anglais, elle parle espagnol, elle participe à telle ou telle campagne, donc campagne c'est en gros le call center, quel client. Et donc ces compétences-là font que l'appel en anglais il va être routé chez la personne qui a la compétence en anglais, mais qui a aussi la compétence en français, donc il prend différents appels, et donc voilà, ça permet en fait d'avoir cette personnalisation qui ne nécessite pas soit du maintien du numéro qui est capable d'être routé, ou même d'avoir un numéro spécifique pour l'anglais ou le français. Non, on peut conserver ce même numéro et gérer le route par la compétence. Après, il y a une autre personnalisation. Bon, on ne dira pas des VIP, mais quelque part, il y a certaines personnes qui sont un peu plus sensibles, en tout cas, ou alors ça peut être des gens qui sont dans les services sensibles. Et ça, en fait, il y a cet aspect de pouvoir les distinguer, c'est ça? Oui, je pense que beaucoup reconnaîtront un petit peu des cas dans leur périmètre, mais globalement, c'est d'avoir un petit peu des contacts privilégiés, ou en tout cas des personnes à privilège, parce que, par exemple, nous, on a donc notre numéro de centre de production, qui est un numéro finalement qu'on diffuse assez massivement en disant, voilà, vous inquiétez pas, de toute façon, nous, on est toujours ouvert, vous avez une problématique, vous appelez ce numéro, on va décrocher. Donc on donne ce numéro finalement un peu à tous nos clients. Sauf que c'est un numéro qui peut parfois être utilisé aussi pour des appels internes, pour travailler, pour l'astreinte, etc. Donc, pour avoir le meilleur contact client possible,
on va taguer en fait certains numéros en disant bah voilà, ça c'est telle personne, c'est le DSI de tel endroit, c'est le porteur de notre contrat finalement avec ce client qui appelle, ou même nous ça va être nos directeurs d'agence, ou même nos profils assez importants dont on a besoin pour maintenir la production. On peut les identifier dans une fonction annuaire, et comme ça la personne quand elle prend l'appel, elle voit tout de suite si la personne est identifiée, de qui il s'agit, et ça permet de dérouler, on va dire, un contact relationnel un peu plus poussé. Parce qu'aujourd'hui, on n'appelle pas simplement une compétence technique dans un centre d'appel. On est aussi, comme on le disait tout à l'heure, sur la prise en charge voilà, de l'émotion, etc. On a besoin d'un aspect rationnel autant que relationnel. Et donc, pour pousser la relation, pousser le bon contact client, on va identifier ces personnes clés pour améliorer, on va dire, la prise d'appel du collaborateur qui décroche, quoi, qui soit averti avant de prendre l'appel. Ouais. C'est vrai que je donne aussi un autre exemple. J'ai travaillé pendant quelques temps chez un gros éditeur de logiciels et on avait différents niveaux de contrat de service. On avait le contrat de base, standard, et on avait un contrat platine. Et on garantissait dans ce contrat platine le fait que on passe prioritairement dans la file d'attente. Et si on attendait plus de X secondes, à ce moment-là, il y avait un ticket de rappel qui était enregistré et les gens pouvaient être rappelés derrière. Donc c'était une garantie de passer entre guillemets devant les autres. Les gens étaient prêts à payer pour ça. Et après, si les agents étaient tous pris, il y avait un système de ticket de rappel. Donc voilà, on peut également faire ce genre de solution avec du service premium. Voilà. Alors, autre point, je ne sais pas si on avait parlé du... On a passé le slide 11 ou... Ouais, je crois qu'on a passé... Il n'y en a pas un qui a sauté. Ouais, voilà, exactement. Ouais, c'est bien. Donc l'autre point, c'est élargir la solution de centre de contact à d'autres services. Oui, donc c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire en gros, on va à partir de l'expérience qu'on a gagnée sur cette plateforme, et comme on est en autonomie sur de nombreuses choses, on s'est dit tiens, il y a peut-être des choses à améliorer. Et donc par exemple l'astreinte, qui historiquement, on se fait souvent le schéma de la personne qui va s'échanger le téléphone portable, parce qu'en fait on ne veut pas changer le numéro de l'astreinte, donc à chaque fois c'est des téléphones qui passent de main en main. Alors encore plus dans le contexte actuel, on voit que c'est pas l'idéal. Et on a digitalisé, et notamment nous, on a dû il y en avait certaines finalement qui étaient pas sous Eloquent, donc on a cessé ces transferts de téléphone parce que c'était plus possible. Et on a mis en place l'astreinte sous Eloquent, donc avec la personne qui prend l'astreinte suivante en fait se connecte, saisit le numéro sur lequel il souhaite recevoir son appel d'astreinte, et qui déconnecte finalement la personne précédente. Et donc on a grâce à ça digitalisé complètement le transfert d'astreinte. La personne, c'est toujours le même numéro en fait d'astreinte pour le client, mais c'est routé immédiatement sur le numéro que l'agent a saisi quand il s'est connecté. Donc ça c'est un des premiers exemples qui est un exemple assez historique qu'on a, mais qu'on a fait il y a quelques temps. Et là récemment on s'est dit c'est tout bête, et l'exemple est amusant, mais on a tous peut-être, enfin en tout cas nous, on avait des affiches sur les secouristes du travail dans nos bâtiments, en cas de problème, on pouvait les appeler, etc. Mais rien que ça, on s'est dit, c'est des numéros qui vieillissent, c'est des personnes qui parfois partent, ou parfois vont dans d'autres bâtiments, et finalement, ok, en plein besoin, qui est souvent urgent, on appelle le premier numéro, ça va pas répondre, le deuxième, la personne n'est pas là, et donc on s'est dit, finalement c'est tout bête, mais pourquoi pas en faire un numéro unique éloquent, et ça sonnera sur les personnes qui ont la compétence secouriste du travail. C'est tout bête, mais c'est proposer à nouveau un numéro unique qui, entre guillemets, soit sûr d'être décroché, parce qu'on en a impérativement besoin au moment où ça se reproduit. On ne doit pas passer un quart d'heure à trouver la bonne personne qui va décrocher, parce que potentiellement, soit le papier a vieilli, soit la personne n'est pas sur place. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a même un zoning, c'est-à-dire qu'en fait, selon l'endroit où on appelle, on va trouver la personne qui va être le plus proche et c'est son téléphone qui va sonner juste à côté. C'est ça, voilà, on est allé un petit peu, on a voulu aller un peu plus loin sur certains bâtiments parce qu'on était, voilà, c'est des grands bâtiments avec plusieurs étages, donc on s'est mis à faire des petites zones pour être certain d'avoir le secouriste le plus proche, etc.
Ok. Donc là, c'est vraiment la digitalisation. On va prendre en fait des services qui existent actuellement ou des manières de fonctionner et on va essayer d'adapter en fait toute la relation, enfin l'utilisation du téléphone pour automatiser tout ça. C'est ça. Donc oui, ça Je c'était. vais, je vais juste répondre à Ghislaine qui a posé une petite question sur l'identification de la nature du client. En fait, dans la fonction annuaire, nous, ce qu'on fait en tout cas, c'est plus référencer, on va dire peut-être les contacts clés, bah voilà, les DSI, les porteurs de contrats, les populations que le client lui-même souhaite mettre en avant. Par contre, on ne fait pas d'historisation de la qualité de l'appel avec cette personne. Enfin, on va pas mettre, par exemple, je sais pas moi, utilisateur sensible, délicat ou n'importe quoi. Non, l'annuaire, c'est plutôt quelque chose qu'on met dans l'identification, mais on va pas aller, on va pas, c'est vraiment plutôt dans une organisation et pas dans ce qui va se passer dans l'appel. C'est pas quelque chose qu'on met à la main des agents directement qui prennent les appels. C'est plutôt quelque chose qu'on pense dans la solution et dans l'organisation globale en fait. Je sais pas si ça répond à la Ouais. question, mais globalement, c'est la question que j'ai compris, mais peut-être que je réponds à côté, hein. Oui, en fait, mais c'est vrai que c'est une bonne précision de dire ça, que c'est pas un fichage de typologie de client, mais c'est vraiment pour aider et simplifier le travail des agents et avoir la bonne personne au téléphone. Alors oui, Ghislaine a dit que Ah, c'était parfait. beaucoup. Alors, donc, autrement, dans la partie personnalisation, là, vous êtes en train de travailler sur un projet à venir sur la gestion des emails, hein, c'est ça? C'est ça. En fait, on a aujourd'hui, il y a une nouvelle version éloquente. Alors, vous en parlez sûrement mieux que moi, mais je sais qu'il y a une migration, il y a une offre au niveau du éloquente V3, qu'on va appeler V3, mais qui en gros permet d'avoir une gestion des adresses email ou du pool email d'une équipe quasiment aussi abouti que ce qu'on fait au niveau des appels. C'est-à-dire qu'on va avoir un pool d'équipe avec une interface sur éloquente, avec les mails entrants. Ce qui est intéressant, c'est que sur ces mails, on a une analyse sémantique qui est faite sur le texte. Donc, un peu comme ce que Frédéric indiquait sur la prise d'appel tout à l'heure. Le Mhm. logiciel lit le mail et va mettre un petit smile en disant OK, la personne est contente ou la personne n'est pas contente. Et du coup, moi, sur cette solution-là, que je souhaite absolument pousser cette année, j'aimerais pouvoir proposer voilà, mettre en place, par exemple, souvent dans mes équipes, j'ai, on va dire, les personnes un peu plus expérimentées, les N2 ou les référents, et finalement qu'on puisse dire, OK, ces populations-là vont prendre les mails à caractère un peu difficile pour essayer finalement de transformer le niveau de satisfaction et de mesurer la transformation voilà, d'un mail qui a peut-être commencé rouge, qui a fini vert, et pouvoir y mettre voilà, ceux qui ont peut-être un peu plus d'expérience et mettre peut-être les nouvelles personnes, etc., sur voilà, les contacts qui sont déjà un peu plus faciles. Donc Ouais, ça, gérer comme ça l'urgence et l'expérience, tout parce à que fait. tout le monde n'arrive pas au même niveau. Et il faut parfois 1 an pour monter en compétence sur une solution ou 6 mois. Donc en fait, Ah, et il puis faut que ce soit les bonnes ce qui est personnes. vraiment intéressant aussi, c'est qu'on arrive sur un reporting. Enfin, je pense que pareil, ça va beaucoup parler, mais souvent quand on a une activité mail, c'est très compliqué parce qu'en fait, la tracer, souvent la seule chose qu'on sait faire, c'est OK, il en reste combien le soir, il y en a combien le matin, et qu'est-ce qu'on a C'est la réussi bonne à faire, le reporting est faible en fait. Et là, si la personne travaille directement dans l'interface, ce qui est le but de la solution, on sait dire combien de temps une personne a mis à traiter un mail, combien de temps elle l'a lu, elle l'a écrit, et donc on va finalement avoir un pilotage qui va se rapprocher du pilotage de la prise d'appel. J'aime bien dire ça parce que le pilotage de la prise d'appel, c'est très clair. On sait combien de temps a duré la conversation, combien de temps la personne a sonné avant d'être décrochée, etc. Sur un mail, on sait juste que il y en a peut-être eu 100, 150, 200, et le soir, il y en avait peut-être plus que 2, 3, 4, 50. Et là, on a un peu plus de choses. On sait si, voilà, est-ce qu'en moyenne, ça nous prend 10 minutes? Est-ce qu'on va savoir construire des abacs? Combien de personnes on a besoin pour traiter combien de mails? Parce que ça, aujourd'hui, c'est quand même, c'est des mesures qui sont délicates. Ouais, c'est pas encore, en fait, il n'y a pas de, comment dire, de statistiques comme on l'a au téléphone sur Tout le, à fait. le taux de réponse, sur la qualité, etc. Complètement, rien que pour se dire, OK, quel est le standard d'appel que prend un technicien dans la journée pour que ce soit soutenable, agréable et pas difficile, c'est des choses qu'on sait faire, mais qu'on ne sait pas faire sur des emails parce que c'est beaucoup plus complexe. Et on a des outils de mesure qui sont pas, enfin, on a presque pas d'outils de mesure. On va dire que souvent, on va faire des relevés, des petites commandes PowerShell pour aller mesurer des boîtes Exchange, des choses comme ça.
Là, on a une vraie solution avec des temps de lecture, des temps d'écriture, du rangement, quand c'est fait, quand c'est pas fait. Donc c'est vraiment intéressant. Ok. Alors, on va passer maintenant à la deuxième partie. C'était comment on va développer l'agilité des équipes grâce au pilotage visuel. Et ça, c'est quelque chose qui est important donc chez GFI. Donc, on va revenir très, très vraiment sommairement sur les KPI. Pour moi, en fait, moi, je me dis toujours, il y a trois niveaux en fait d'indicateurs. Il y a le premier niveau qui est vraiment très statique et limité. On a des indicateurs qui sont simples. Voilà, quel a été, par exemple, le taux de décroché de la journée. Après, on a un niveau 2 qui a un pilotage beaucoup plus dynamique avec des moments clés. Par exemple, voilà, est-ce qu'on a eu des pics d'appel au quart d'heure, au demi-heure, etc., etc. Et après, le niveau 2, si on parle d'un niveau 0, le niveau de base, c'est tout simplement les indicateurs d'animer les équipes et d'en faire un véritable outil pour diffuser la culture client et à faire un réflexe. Et c'est un petit peu là où justement où vous en êtes arrivé chez GFI. Parce que vous avez déjà en fait des tableaux de bord classiques et vous êtes déjà en temps réel et vous utilisez les tableaux de bord pour diffuser cette fameuse culture client. Oui, en fait, ça a été un sujet. Alors c'est amusant parce qu'en fait, c'est quelque chose que je porte aussi, moi, en interne à GFI, au niveau à la partie service desk, mais la partie pilotage temps réel et pilotage analytique, aussi quelque chose sur lequel je travaille beaucoup. Et la problématique notamment d'avoir de nombreux clients, peut-être parfois de nombreux outils, de nombreux canaux de sollicitation. Finalement, quelle est l'urgence, sur quoi on doit concentrer nos efforts de production, sur quoi on doit concentrer nos collaborateurs. C'est parfois difficile pour nous, mais aussi pour eux, parce que du coup, ils prennent un sujet, ils le traitent jusqu'au bout, et parfois c'était pas forcément le bon, parce que visuellement, ils n'ont pas d'aide pour savoir vraiment ce qu'ils doivent prendre en premier. Donc, on a travaillé toute cette année à la mise en place d'un pilotage en temps réel qu'on appelle le management visuel de la performance. Et le but étant, ok, on a différents outils, on a différents entrants, mais on veut un écran. On affiche une grande télé dans tous les services, en fonction des équipes où elles sont localisées, et ça doit leur montrer qu'est-ce qui se passe en ce moment et ce sur quoi ils doivent travailler en priorité. Donc on a des petites frises chronologiques, on a des volumes d'incidents, de demandes, etc., tous les processus. On a le nombre de sollicitations des dernières 24 heures qui permet d'ailleurs on a un service qui tombe, on a 150 appels utilisateurs sur un service desk, ou même en alerte de supervision pour ceux qui connaissent un peu le métier de la supervision. Sur la supervision, des fois, on s'en rend même pas compte parce que c'est des choses qui se créent automatiquement, qui se remettent automatiquement. Et finalement là, d'avoir ça, on va voir tout de suite, ok, il y a une activité anormale, il y a 150 choses qui sont tombées, c'est pas normal, il faut qu'on se mette en ordre de marche pour voir ce qui s'est passé. Donc on avait vraiment pour but d'avoir cet écran visible, temps réel, et que les équipes sachent exactement sur quoi elles doivent travailler en ce moment même. Ensuite, le pilotage analytique, c'est ce que tout le monde va connaître, je pense aussi, c'est ok, on a X nombre d'indicateurs de performance, de tout ce qu'on veut. Parfois on en écrit beaucoup plus qu'on en calcule parce qu'on sait pas faire, on sait pas faire le reste. Voilà, l'idée c'est de dire ok, il nous faut un outil qui va recenser tous nos indicateurs et qui va nous permettre de nous dire, ok, finalement, qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci, comment je construis ma relation commerciale, comment je vais présenter mon taux de décroché, comment je vais présenter le nombre d'appels que j'ai servi, le nombre d'incidents que j'ai résolus. Et donc, c'était l'idée, c'est de dire, ok, on va mettre un outil, un petit peu de visualisation de data, en gros, et pour présenter en des écrans à forte valeur ajoutée, qu'est-ce qui s'est passé, comment on va construire, comment on a répondu au SLA, combien d'incidents on a créé. Et donc on travaille énormément sur ça parce que à nouveau on s'ouvre, nous en tout cas à GFI là on s'ouvre à l'international, on veut faire beaucoup plus de prestations et donc on avait besoin de mettre des outils efficaces et sur lesquels on perd pas trop de temps à bidouiller, à faire de l'export Excel, etc., quoi. Alors, je crois qu'il y a une petite capture écran juste derrière qui montre. Je l'ai mis. Elle est un petit peu après derrière. Elle doit être là, ici, c'est celle-là. Et après, on reviendra au slide Ah, il y a d'après. un petit décalage, j'attends un peu. Ouais, voilà, donc là, bon, j'ai anonymisé un petit peu et puis c'est pas très grand, mais globalement, vous avez à droite ce qu'on va pouvoir proposer. Alors,
Vous voyez pas les filtres à nouveau parce que c'est toujours une histoire de données, hein, on respecte les données, les confidentialités des données de nos clients, mais en gros, vous avez des filtres, il faut s'imaginer sur le graphe de droite que vous avez des filtres à gauche, vous sélectionnez un client ou l'autre, vous validez, le graphe il se met automatiquement à jour avec les données. C'est vraiment un outil qui permet d'avoir, voilà, alors on a en vert c'est tout ce qui est OK, en rouge c'est tout ce qui n'est pas OK, en jaune c'est le pourcentage de résolu, et vous voulez identifier des axes d'amélioration, ok, bah vous cliquez potentiellement sur la zone rouge et vous avez la liste de ce qui finalement était rouge. Donc on a l'aspect extrêmement visuel pour le présenter et on a aussi l'étude des axes d'amélioration pour cliquer. Ouais, le graphe est difficilement, sont difficilement lisibles. Vous les voyez en tout petit, ah non, c'est que ça n'a pas bougé. J'ai l'impression que l'image n'est pas passée. D'accord. Mais c'est bon. De toute façon, on vous enverra les D'accord. slides. Alors, vous êtes bloqué sur la slide 16. Alors, j'essaie de repasser les slides. Tableau de bord classique. Hop, je vais essayer de le remettre là. Donc, normalement, le slide, je ne sais pas si vous le voyez, il y a un petit décalage. Rien. Bon, Moi, j'ai bien eu le décalage, donc c'est étonnant. On vous enverra le slide avec l'information, vous inquiétez Voilà, pas. donc sur le slide 18, sur le graphe 18, quand vous l'aurez sous les yeux, en gros, on a à gauche l'activité temps réel, et à droite, on avait les barres de SLA, etc. Et à nouveau, je vais rebondir sur tout ce qu'on disait auparavant, mais souvent sur des solutions style PABX, etc., on a des restitutions de notre résultat qui sont propres à la solution. Je m'explique, c'est qu'en gros, vous avez un outil pour récupérer les données qui est inclus souvent dans votre solution, qui vous permet de faire peut-être quelques petits graphes, mais c'est souvent difficile. Ça va être des petits tableaux Excel. Si jamais on veut en faire quelque chose d'un peu plus poussé, bah, il faut qu'on rebidouille de l'Excel, etc. L'avantage de la solution en ligne, comme la plupart des outils SaaS aujourd'hui, c'est qu'on peut les requêter. Et donc Eloquent peut être requêté par des job REST, etc. Ce qui permet en fait, quand on a des équipes techniques, d'interroger automatiquement Eloquent, de récupérer la quantité d'appels qu'on a pris, etc. Et de présenter finalement notre reporting dans un nouvel outil, dans un autre outil, et qui est pas forcément, vous n'êtes pas forcément cloisonné en fait à ce que vous propose Eloquent, parce qu'à partir du moment où on peut interroger en job REST, on sait faire pas mal de choses, quoi. Alors, une petite question de Marina qui dit, à l'issue des appels ou du traitement des emails, mesurez-vous la satisfaction de vos clients? Si oui, comment? Et comment l'utilisez-vous pour l'intégrer dans votre pilotage? Alors, déjà, justement, par rapport à tout ce qu'on se disait, il faut savoir que sur la partie mail, nous, on a très peu de mesures sur la satisfaction de la partie mail, d'où le besoin un petit peu de partir sur cette solution intégrée Eloquent qui, moi, me paraît intéressante. Donc en fait, ce qu'on fait souvent, surtout dans nos programmes d'infogérance, c'est que au lieu de mesurer la satisfaction sur un mail ou sur un appel, on va mesurer la satisfaction très souvent sur un dossier incident qu'on aura généré, par exemple. Mais aujourd'hui, on veut aller un petit peu plus loin. On a la capacité, d'ailleurs Eloquent a la capacité aussi à déployer des enquêtes de satisfaction en fin d'appel. Nous aujourd'hui, on s'est vraiment orienté pour le moment sur l'outil ITSM, c'est-à-dire que voilà, la personne elle appelle, ou elle saisit un dossier directement sur un catalogue en ligne, ou sur un appel, ou sur un mail. Nous on saisit un dossier et l'enquête de satisfaction à partir de ce dossier. Ça nous permet d'avoir la satisfaction de la partie relation client s'il y en a une, parce que parfois il n'y en a pas, la personne elle va saisir son dossier toute seule et on va lui faire le retour, elle a quand même un petit côté relation client parce qu'elle a quand même un petit retour de quelqu'un qui va lui écrire, mais on va avoir des évaluations différentes que sur la partie mail et appel. Et donc sur la partie téléphone, on saisit le dossier, on fait le retour, et quand on a le retour de ces enquêtes de satisfaction, on les épluche, on regarde un petit peu les personnes qui sont peut-être en dessous du barème de satisfaction qu'on se donne, et puis on va faire, déjà on peut faire du rappel utilisateur, selon les prestations on fait des rappels utilisateurs, et surtout on fait un petit peu de coaching, c'est-à-dire que moi aujourd'hui j'ai créé des cursus de prise d'appel relationnel aussi, c'est-à-dire que on va passer du temps à expliquer voilà, quelle est la posture à obtenir lorsqu'on est dans un centre de service, comment s'adresser à son client. On fait aussi des formations sur la communication bienveillante aujourd'hui, donc qui permet voilà, d'écouter le sentiment de son interlocuteur tout en
décryptant qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que c'est parce que la personne elle est sous l'effet d'une urgence et que finalement, même si le besoin, on va dire informatiquement ou dans le service, c'est pas urgent, elle, aujourd'hui dans l'activité de ses fonctions, il est urgent et donc on va s'appuyer aussi sur ces indications-là pour augmenter la satisfaction du client, dire ok, peut-être qu'initialement dans nos matrices, dans tout ce qu'on a bien conçu, c'est pas urgent, mais en réalité là on a un besoin, la personne elle est là peut-être à 16 heures, peut-être qu'à 18 heures elle peut plus travailler, peut-être qu'il y a un besoin, une urgence ponctuelle qui a à traiter dans cette étude du sentiment de la personne. Donc on essaie de mettre en place ces cursus-là, mais on est plutôt sur une orientation, voilà, nous, qui est au dossier. Mais Eloquent, en tout cas, propose d'autres solutions. Mais je laisserai Frédéric en parler sûrement mieux, quoi. Alors, juste pour finir, pour la communication visuelle, je vous mettrai après d'autres exemples chez nos clients. Donc, vous, l'objectif avec ces fameux tableaux de bord, c'est faire en sorte que tout le monde soit vraiment orienté client, orienté résultat, d'une manière vraiment simple. Pas d'avoir 50 000 tableaux de bord, mais ce fameux tableau de bord sur les télés qui est disponible dans tous les Tout services. à C'est fait. vraiment ça, qui est un peu une gamification. On parlait lors de la préparation qu'il y a des objectifs de finir de vider la boîte des emails, Tout à etc. C'est fait. ça, hein. Et aussi, on est là où on essaye d'être un petit peu déterminant et de se démarquer, c'est que on a une volonté aussi de partager ça avec notre client. C'est-à-dire que finalement, souvent, un client va se dire, OK, moi j'ai besoin de tel engagement, j'ai besoin que mon infogérant il bosse de telle manière. Mais en réalité, après, dans les faits, il a la résultat à la fin du mois, c'est réussi, c'est pas réussi, c'est pas trop. Qu'est-ce qu'ils font finalement pour diffuser tout ça? Nous, on part du principe qu'à la limite, cette vue-là, elle peut être partagée. C'est-à-dire que le client peut voir concrètement qu'est-ce que son contrat décline comme priorité. Et finalement, s'il voit ça, il voit ce que l'on fait et on joue la transparence. C'est-à-dire que finalement, parfois, on va se rendre compte au bout d'un certain temps de vie du contrat que les indicateurs sont pas pertinents, ce qui arrive quand même assez régulièrement parce que voilà, on les pense à un instant T, les besoins évoluent, des fois les contrats, on est parti sur des 4, 5, 6 ans de relations et donc les choses évoluent. D'avoir cette vue temps réel, des fois partagée avec le client, remet aussi en cause et se dit, ok, finalement le boulot il est fait comme il est écrit, mais en fait, peut-être qu'on peut faire mieux et peut-être qu'il faut qu'on rechange les écrits, peut-être que les priorités qui sont traduites par notre contrat sont peut-être pas les bonnes, et donc on peut retravailler de manière transparente avec eux. Donc on a vraiment une volonté aussi d'avoir ce partage de ces outils pour qu'on soit un peu en échange un peu plus transparent, voilà, avec nos clients, parce que c'est dans l'intérêt de tous, hein. Si ça augmente la satisfaction, nous, ça donne plus de chances aussi que la prestation elle dure et ou qu'elle soit renouvelée. Donc forcément, c'est intéressant pour tous. Il y a le deuxième point, c'était l'esprit d'équipe aussi, de pouvoir en fait vraiment avoir cet esprit service qui était important pour les différentes équipes. Je crois que c'était un point Tout d'être à bien. fait. Et même des fois, ils se font des challenges entre eux, c'est assez rigolo, hein. On peut avoir des équipes qui sont côte à côte et qui ont leur MVP un petit peu dédié. Et finalement, ça m'est arrivé de voir des équipes qui se challengeaient un petit peu entre eux sur les chiffres, etc. Donc c'était assez sympa. Ça a apporté quelques nouveautés. Donc voilà, c'est pas mal. L'émulation et la Et ouais. gamification. Alors, donc, je voulais après finir avec quelques exemples qu'on a chez d'autres clients qui ne sont pas forcément des tableaux de bord très compliqués ou très complexes. J'ai voulu montrer qu'un tableau de bord, ça peut se faire de manière très simple. Un de nos clients Ikera utilise en fait un simple, vous voyez, une petite jauge qui est imprimée papier et qui montre en fait comme ça, de manière visuelle, la qualité de service. Il y a également des challenges qui ont été faits chez certains de nos clients. Ici, par exemple, en bas à droite, un challenge en fait sur tout ce qui est qualité des appels, avec donc des box à gagner, même un petit trophée à gagner sur l'amabilité, la posture, etc., etc., et proposer la bonne solution au client, ensuite mesurer grâce à des enquêtes clients post-appel. On a vu également chez Bouygues Télécom Entreprise, à l'entrée du siège, des affiches que vous voyez là, un peu humoristiques, où ils mettent en avant voilà, le client quand... alors, ils disent par exemple, une bonne innovation doit avant tout servir le client. Quand un client doit choisir la bonne solution, ça doit être adapté, etc., etc. Donc en fait, rappeler cette notion de culture client rien qu'avec des petites affiches. Et le dernier, en haut à gauche, c'est simplement chez Locan, chez nous, dans nos locaux. Il y a un petit graphique en fait sur une borne qui permet de voir en fait la qualité de service, le taux de satisfaction, etc., etc. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin de faire des choses très compliquées parfois pour diffuser ces indicateurs
des simples affichages papier ou un simple écran d'ordinateur ou une télé suffit amplement. Alors, on va justement arriver à la dernière partie, et c'est vrai qu'on en a déjà parlé un petit peu, c'était la partie voix du client, hein, moteur d'amélioration continue. Donc ça, c'était ce qu'on a déjà évoqué. Est-ce que tu voudrais rajouter quelques points supplémentaires sur la partie enquête et voix du client? Sur la partie enquête, pas nécessairement. Sur la partie voix du client, c'est extrêmement intéressant de voir les outils qui arrivent parce qu'en fait, on va parler un petit peu d'intelligence émotionnelle. Sur le service desk, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est de savoir adapter en fait le débit, le nombre de mots que l'on prononce à la minute en fonction du débit de l'interlocuteur. Un interlocuteur qui va parler très vite. Si on se met à parler très lentement, ça va pas bien se passer. A contrario, l'inverse est vrai également. Donc finalement, on est souvent à former nos collaborateurs à s'adapter à l'appelant et donc avoir des outils parce que c'est pas évident. Il y en a certains qui font ça vraiment naturellement et très bien. Et il y en a d'autres qui arrivent pas à se calquer, qui n'arrivent pas à changer la manière dont ils parlent tous les jours lorsqu'ils prennent un appel. Et donc avoir des outils qui vont venir aider à identifier les ressentis des clients, etc. Moi, je vois ça d'un bon œil. C'est encore difficile à mettre en place. Il n'y a pas beaucoup de technologie et de retour d'expérience, mais pour moi, c'est quelque chose qui prend la bonne direction parce que c'est vraiment une notion qui n'est pas facile, sur lequel les formations apparaissent, mais voilà, c'est pour le métier service desk et centre de support, c'est incontournable d'avoir cette prise en compte. D'accord. Et donc, juste pour finir, après, donc cette partie voix du client, remontée des clients, donc ça vous permet après de faire des remontées sur la qualité de service par client, par service, par produit, par type d'incident, et donc avoir un meilleur pilotage, un meilleur suivi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Nous, on a vraiment cette notion on a toujours eu cette. En fait, finalement, les prestations de centre de support que l'on a sont souvent très historiques parce que c'est des choses qui marchent très très bien, on est assez apprécié, mais on n'avait pas de bonnes vraiment enquêtes de satisfaction, de bons moyens de mesure de tout ça. Et donc, voilà, faut amener ces choses-là. Si vous ne l'avez pas, c'est vraiment intéressant d'avoir la partie relationnelle. Est-ce que les échanges se passent bien? Au-delà de est-ce qu'il a résolu mon incident rapidement? Vous pouvez avoir quelqu'un qui va résoudre votre incident en 1 minute. S'il le fait de manière odieuse, vous n'allez pas être satisfait. Et c'est pas du coup vos indicateurs de rétablissement ou de résolution qui vont vous aider. Il faut cette notion vraiment de relation et de est-ce que l'appel et tout ça s'est bien passé. Ouais. Est-ce qu'on a bien écouté? Est-ce qu'on m'a pas pris pour un nul? Ah, mais vraiment, c'est simple, tous nos clients y arrivent, vous y arrivez pas pourtant, etc. Des choses qui peuvent avoir un ressenti négatif alors que le client a bien, enfin, le conseiller a bien fait son boulot, quoi. Ok, on va bientôt arriver à la fin de ce web séminaire. Donc en conclusion, ce qu'on voulait vous dire, tout simplement, c'est qu'une solution de centre de contact, c'est pas fait que pour prendre des appels. On l'a vu que ça servait à digitaliser des services, hein. On a parlé tout à l'heure de tout ce qui était astreinte, ce qui était contacter plus facilement les différents centres de production, ce qui était la gestion des personnes en cas de problème ou de malaise, etc. Ça permettait également de personnaliser la relation avec les VIP, des files d'attente, etc. L'autre point, c'était de penser au partage des indicateurs pour diffuser vraiment cette culture client. Donc tableau de bord et l'utilisation des télés pour voir en fait que tout le monde ait la même information, une information personnalisée. Et enfin, écouter les clients pour avoir un process d'amélioration continue. Ça, c'était les éléments clés. Et votre plan d'action, ce qu'on vous propose, c'est vraiment simple. Dès demain, essayez d'identifier les services ou les process que vous pourriez digitaliser avec votre solution de centre de contact. Identifier s'il y a des moments du parcours client à automatiser ou à, au contraire, humaniser. Automatiser, est-ce qu'il y a besoin de self-care, est-ce qu'on peut permettre au client de se débrouiller tout seul. D'ici 3 mois, mettre en place un pilote avec ce nouveau service, définir également comment diffuser une culture client au plus grand nombre, en particulier via les indicateurs, analyser la qualité de service post-interaction, on a parlé, que ce soit par dossier ou que ce soit par contact, hein, et après, tout simplement, faire évoluer sa solution de centre de contact pour profiter de toutes les possibilités modernes, hein. Les nouveaux canaux, on a parlé tout à l'heure du chat, de l'email, du téléphone, du callbot, du chatbot, etc., etc. Alors, ce que je vous propose, c'est que nous passions maintenant à la session de questions-réponses.
Alors, si on peut en prendre, on a déjà répondu à quelques questions en live, mais on va pouvoir peut-être en prendre d'autres. Doriana qui nous dit en combien de temps vous digitalisez un service? Est-ce que c'est rapide? Est-ce que c'est une question de jours? C'est vrai qu'on a dit tout à l'heure un petit tabac avec la mise en place d'un centre de contact en 1,5 jours, mais par exemple, je ne sais pas, le système des spécialistes en fait de la sécurité en cas d'incident, c'était mis en combien de temps ce genre de petit outil? Ça, c'est en fait finalement en termes de technique, c'est très court. Lorsqu'on est sur des domaines qui touchent tout de suite, bah voilà, la sécurité des personnes, etc. Forcément, c'est plus long parce que vous devez valider avec les instances, vous devez diffuser sur le bâtiment, diffuser aux collaborateurs. Donc on est plutôt sur un accompagnement humain. Et donc là, on parle plus simplement de digitalisation d'un service, on est vraiment sur l'accompagnement de son dispositif, de ses collaborateurs, que le service soit absolument visible et connu, parce que il ne s'agit pas simplement là de mettre en place un numéro, mettre en place le numéro et mettre en place la zone, c'est quelques heures. C'est l'accompagnement humain qui est à mesurer et qui lui peut prendre des semaines, peut prendre des mois. Mais ça, voilà, c'est pas la technique. C'est propre à chacun, à sa taille d'organisation et tout ça. Après, comme on disait tout à l'heure, je suis passé, dans le cas du Covid-19, on est passé d'une prestation qui était au format PABX d'à peu près 15 agents qui prenaient des appels pour environ 200 appels par jour parce qu'on était sur une baisse un petit peu d'activité. D'habitude, c'est un peu plus fort. Mais avec bon Covid obligeant, bah voilà, c'est un petit peu descendu. Et en fait, oui, en un jour et demi, on avait un numéro. Alors forcément, si vous avez pas de numéro, vous êtes obligé de passer par Eloquent parce que bah, faut commander la ligne, etc. Mais nous, on avait une ligne de dispo qui était liée à une commande qu'on voulait mettre en place. Et ben, en un jour et demi, on a créé bah, voilà, les heures d'ouverture, le système de réattribution, la création de la liste des agents. On leur a envoyé le mode op pour se connecter. On a fait un test de transfert d'appel de ce numéro. En fait, le PABX, en gros, on lui a dit, bah, ok, tu transfères ce numéro vers le numéro Eloquent parce qu'en fait, il ne savait pas reproduire son système call, c'est-à-dire qu'en gros l'appel tombe et après il va donner à n'importe quel technicien qui est dispo. Ça, c'était pas possible de scripter quelque chose pour qu'il serve les gens à domicile. Donc on a directement le numéro est directement envoyé au numéro Eloquent et c'est Eloquent qui a pris la main sur toute la partie création du call, vérification des temps de pause, vérification des personnes connectées, etc. Et comme on connaissait très bien ce client, bah, on savait les heures d'ouverture, on savait le nombre d'agents, on avait déjà tous les noms, etc. Donc on a mis ça en un jour et demi, on a mis en place la solution et donc c'était vraiment une super réussite parce que c'était un service qui allait fermer, donc c'était vraiment très bien. Alors, il y a Karine qui a posé une autre question. Alors, je ne sais pas si ça sera très adapté. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit récap des avantages et inconvénients d'un chat? D'un chatbot ou d'un chat de Ouais, support, parce qu'il y a un plusieurs chat. choses. Parce qu'en fait, vous pouvez avoir le chat, globalement, on peut imaginer plusieurs choses. Aujourd'hui, dans les centres de support, on a deux, trois pratiques en termes, on va dire, qu'on pourrait identifier de chat qui se démarquent. Ça va être le format un petit peu forum, tel qu'on peut le connaître dans certains opérateurs mobiles qui mettent en place un SAV à partir de forum, qui est une pratique ultra intéressante, qui a porté beaucoup de fruits. Donc après, il y a le chat, et bah, ok, pouvoir solliciter directement un agent du support, et puis bah, il y a le chatbot. Donc déjà, en fonction de ces éléments-là, il y a des avantages et des inconvénients différents. On va dire qu'on va partir du principe que c'était le chatbot. L'important, si on parle bien du chatbot, ce qui est en avantage, bah, c'est d'avoir une mobilisation moins importante de vos équipes techniques. Donc potentiellement, de leur amener une charge un peu moins importante, notamment sur des quantités d'appels par jour qui sont fortes, et un engorgement, une non-capacité à servir tous les appels, forcément c'est intéressant parce que potentiellement vous allez avoir la moitié, les trois quarts des utilisateurs, voire la totalité qui peuvent passer par ce chatbot, et donc parfois même pas avoir besoin d'avoir un agent au bout du fil. Maintenant, ce qui est quand même, l'inconvénient principal, c'est qu'il ne faut pas se dire, ok, moi j'achète un chatbot et vous allez voir, demain on va me le livrer et puis mes utilisateurs ils vont tout faire là-dedans. Un chatbot, c'est énormément de travail sur votre prestation, sur ce que vous faites, sur qu'est-ce qui vous sollicite, qu'est-ce qui vous impacte le plus en termes d'incidents. Il y a un vrai besoin d'accompagnement et d'analyse de son activité pour qu'il réponde pertinemment à votre sujet. Donc l'avantage c'est d'avoir une libération de vos capacités. Le mieux en plus, et si jamais votre chatbot derrière il est maintenu par votre service desk, votre centre de support au niveau des questions-réponses, ça leur amène
de la valorisation d'activité, un truc assez intéressant, des nouvelles choses. Par contre, voilà, il y a un vrai besoin d'accompagnement, un vrai besoin de regard critique sur son activité et de savoir finalement à quoi doit répondre ce bot, parce que si vous venez juste mettre un bot et qui répond à rien, ça va pas augmenter la satisfaction de vos utilisateurs. Ouais, trouver les bons cas d'usage et faire en sorte que la réponse soit si possible personnalisée, quoi. Tout à fait. Et juste pour savoir si pour un chat, parce que là en fait ils ont parlé d'un, bon, je sais pas si c'est chat ou chatbot. Pour un chat, je sais que nous certains de nos clients donc utilisent le chat Eloquent. Et des fois des temps de traitement sont plus longs et des fois c'est un peu complexe de choisir, de passer du téléphone au chat. Je sais pas si c'est la question de Karine. Ah, je crois que Karine a dit merci beaucoup. Alors c'était peut-être pour le chatbot bon, qu'elle avait la réponse. Je pense que c'était peut-être pour bon, ça. bah, ça va. Donc Tant mieux. voilà. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? On sera ravi d'y répondre. N'hésitez pas. On est arrivé, je crois, à peu près à 45 minutes. Il est 15h25. On a dépassé un tout petit peu avec des questions-réponses. Karine a dit parfait. Donc je crois que c'était bien le chatbot. Tant mieux. Alors, elle a dit oui, en effet. Alors, est-ce qu'il y a encore une dernière question? Autrement, on va libérer Marvin, parce que comme il nous disait, il a une sacrée activité à gérer avec tout le contexte actuel. Donc, si vous avez une dernière question, c'est le moment. Autrement, on vous remercie tous pour votre attention. Merci à Marvin pour ce discours très intéressant sur la mise en place en fait d'un bot et d'un bot aussi, la mise en place d'une solution de centre de contact, les personnalisations et comment ça pouvait aider à améliorer la qualité de service et d'expérience pour les clients. Je crois que c'était la dernière question. Donc, merci à tous et je vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous, en espérant que ça vous a plu. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir.